Oye, oye, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver. Bienvenue dans le Grand Talk. On est très très heureux comme tous les soirs d'être en votre compagnie. Merci de nous regarder à la maison, merci de nous regarder chez les autres, merci de nous regarder au travail. Vous êtes très très nombreux comme tous les soirs à choisir et préférer notre rendez-vous et nous vous disons merci, merci. Alain Toussaint avec nous ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Bien et vous-même? Ça va, tout va bien. Merci, parfait. Tout va très très bien. Et juste en face de vous, il y a Rayana Assi. Bonsoir Brice, comment ça va? Bonsoir Rayana. Bon, tu comprendras pourquoi je suis pas à la radio. Hein. Oui, non, mais c'est surtout que je vais vérifier, je vais demander à vous qu'est-ce qu'il y a dans votre mug. Écoute. Il n'y a que de l'eau. Non. Vous nous rassurez. On va dire, ouais. Très bien, on va dire, je suis d'accord. Vous, à la maison, eh bien, on sait que vous êtes bien calés, on espère en tout cas. Si vous êtes là depuis le début et que vous regardez tous les programmes de Live TV, ben nous, on vous dit merci. Merci de choisir cette chaîne. Je voudrais dire... Alain me montre des vidéos pour ma grande actu parce qu'on a décidé sur ce plateau-là de faire quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel et suivez mon regard. Des choses vont se passer dans un instant sur ce plateau. Oui. Et il continue de regarder. Pardon. Désolé, oui, Brice. Alors, vous êtes prêts pour notre challenge? Non, un peu plus tard, on commence. Un peu plus tard? Oui, je pense. D'accord. Ou en fin d'émission? Oui. Non, il y aura l'invité, donc je crois qu'on va le faire. Avant? Ouais, on va le faire avant. L'invité? Ouais, pourquoi pas. Comme ça, on aura le temps de rentrer chez nous si on nous a virés. Bienvenue dans le Grand Talk. Je vous le dis pas assez, eh bien ce numéro et tous les autres du Grand Talk, bien ces numéros sont réalisés par la magnifique Eliane Lago, notre réalisatrice de cœur. Élisée Bolougbe nous rejoint sur le plateau à présent, mesdames, messieurs. C'est parti. Bonsoir, monsieur Bolougbe. Bonsoir à tout le monde. Ça se passe bien, j'espère. Oui. Ok, d'accord. Souvent, vous vous faites désirer. Hein? C'est le cas de Donc, le j'ai dire. choisi délibérément de me faire désirer Parce que aujourd'hui. vous êtes sur le plateau, vous préparez l'émission. Vous êtes sur le plateau à quelques minutes, vous décidez de vous appeler Désiré. C'est ça. Pourquoi on me désire? Désiré Bolougbe, c'est pas C'est mal, ça, c'est ça. Comment allez-vous, Élisée? Tranquille, hein? Super bien. Une journée... Ouh, une journée dense. Ah oui. Ouais, mais dense de ce que j'aime faire en fait. Très bien, Voilà. vous avez parlé de danse. Eh bien, vous avez bien choisi le mot. Ah Tu bon? seras servi. Ça a servi. Ça va aider pour la suite. Ben, si j'ai pour chorégraphe, rien n'a pas de problème. Bien sûr. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien Il se m'a passer. manqué, Élisée, quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas comme ça Oui, sur le oui. plateau ensemble. Ouais, ben ça, c'est Maï Mike qu'il faut voir Ouais. pour ça. Oui, moi, je voudrais particulièrement dire bonsoir au personnel du ministère de la Justice. Oui. Oui, ça arrive. Parfois, il faudrait qu'on explique pourquoi est-ce qu'on dit bonsoir particulièrement à certaines personnes. Non, parce qu'on n'a pas... Souvent, il y a des bonsoirs qui sont... En général, les bonsoirs sont globaux. Mais on choisit de temps en temps de faire un clin d'œil particulier comme ça pour que les gens se sentent un peu spéciaux. Et c'est ça aujourd'hui. Donc c'est arbitraire en fait. Pardon? C'est arbitraire, ça ne repose sur aucune logique. Non, c'est ce qui s'appelle l'inspiration. Ah ok, Ah, d'accord. moi, je peux dire bonsoir à ma maman. Je lui ai Aussi. jamais dit bonsoir. Voilà, par exemple. Dites bonsoir à votre maman, Rihanna. Bonsoir, maman. Mais à elle et à toutes les mamans du monde aussi. Et à toutes les mamans du monde. C'est Ça important. m'a pas du tout été soufflé par Brice. Pas du tout, pas du tout. Non, c'est important parce que les mamans nous regardent. Moi, je vois de nombreuses mamans, chaque fois qu'elles nous voient, elles nous disent « Ah, on adore Alain, tout ça Avec la voix qui va avec. Hein. Les mamans et les jeunes filles adorent Élisée. Non, c'est partagé. Hein. Et Bon, là, moi, du coup- c'est une là, du révélation coup- qu'il est en train de me faire. là, Moi, je du ne suis même coup- pas informé. Ah, du coup, Élisée, je dis, allez, je remets la cravate où il faut. Oh, non, Je fais mon dandy, je fais mon non, séducteur. pas du tout. Non, pas du Bon, tout. moi, je pense particulièrement à un grand tennisman qui s'appelle Activité. Ouais, quand même. Ouais, Fabrice Awignon. Non, en fait, pourquoi je pense à lui? Parce que je regardais il y a un jour ou deux la victoire de Djokovic. Novak Djokovic, Oui. oui. Il y a beaucoup À Melbourne. d'émotions. À Melbourne. À Melbourne, voilà, donc du coup, j'ai pensé à un grand tennisman que je connais, le seul d'ailleurs que je connaisse de très près de moi comme ça, Fabrice Awignon, donc surnom de tennisman, activité. En tout cas, parlant de la victoire de Djokovic, quand même, on a compris un peu, hein, on a vu qu'il s'est effondré en larmes et tout ça, parce que l'année dernière, il n'a pas pu participer à une compétition. Parce que pour ceux qui Il ne refusait sauraient, voilà, ceux qui ne le sauraient pas, voilà, il refusait de se faire vacciner.
Et donc, comme c'était une contrainte obligée souvent pour certains pays où il devait se rendre, donc il a décidé de ne pas participer à des compétitions. Ça a été difficile pour lui. Et là, il revient après une année et puis il remporte voilà, ce prix-là. Donc, c'est un très grand tennisman. Et puis, il récupère en plus la première place au niveau mondial. Bravo à Djokovic. Djoko. Excuse-moi, Brice, on demande vos chroniqueurs, là, ils sont en grève ou bien? Pourquoi? Je pense que ça mérite d'avoir une réponse. Non, mais là, ils vont avoir la réponse. Tu sais que je vais te rappeler, ça s'appelle l'histoire de la truie et de ses petits. Les petits de la truie, quand ils naissent, demandent à leur maman, « Maman, pourquoi tu as une bouche comme ça ?» Elle dit, « Je vais vous répondre dans une semaine. » Et à une semaine, ils commencent vraiment à ressembler à leur maman. Elle vient leur demander, « Alors ?» Ils disent, « Non, pas besoin de répondre. » Donc, les téléspectateurs auront leurs réponses. Parce qu'ils ont commencé à avoir un élément de réponse, ils auront les autres éléments de réponse. D'ailleurs, ça nous permet, hein, et aujourd'hui, j'ai particulièrement décidé de penser à nos amis internautes qui se plaignent de temps en temps, qu'on ne leur fait pas des clins d'œil, qu'on ne leur lit pas leurs messages. Du coup, on a qui nous écrit en ce moment? Ben, on avait Demzer Chef, justement, qui demandait où sont les chroniqueurs. Ben, on D'accord. est là, hein. On est quand même 3 sur 4, donc ça va Ouais. quand même. Et Moi, là, je pense. ouais, Non, mais on est 4 même. Vous êtes 4 sur 4. Voilà, chacun vient selon À son rythme. Chacun à son arrive rythme quand pour se il faire veut. désirer, en fait. Enfin, après, je gardais l'effet de surprise. Ah, ok, Élisée, d'accord, parfait. Désolé alors. Allez-y. Après, on va attendre qu'il se réveille un peu. On a Tonton Komi, on a Yeti Ouattara qui vient d'arriver. Titi Elohim, toujours ça. aussi fidèle. Et puis quelques marabouts. Ah, c'est maintenant qu'ils sont tous en train d'écrire. Ils veulent qu'on dise leur nom. en Ah fait. oui, c'est ça. Et quelques marabouts qui de temps en temps nous envoient un petit message du portefeuille magique. Je ne sais pas pourquoi ça, il y a faut toujours qu'ils un gars qui arrêtent, parle franchement. politique et puis il y a un gars qui il rentre dedans et dit bon, si ta femme te quitte, je sais comment. Nous a rejoint André Bois, s'il vous plaît. Merci. Mr. Andrew. Voilà, si, Big si, si. Andrew. Applaudissements pour quoi? Salut les Non, amis. mais il se donne des airs de président, ce monsieur. Il dit il attend les applaudissements. Mais justement, moi je suis vice-président de mon association, Ah ouais? l'association des anciens élèves du lycée moderne de Divo. Encore, cette association elle existe encore? Elle existe. Hier, on a eu samedi Mais notre en fait, toi, assemblée générale. c'est combien de temps ton mandat? Non mais écoute, c'est la vie. Je suis déjà un ancien élève, donc du coup, c'est pour toute ma vie. Et donc j'ai salué les amis. On dit non, même pour les saluer les deux mains. Voilà, donc c'est les deux mains. Bon, allez les amis, tout de suite on attaque notre grande révision. Bonsoir André, vous allez bien? Oui, ça va, Brice, et vous-même? Ça va très Ça bien. va, très, les très amis? bien. Je vois qu'ils sont... Alain, André, Rayana, tout le monde est bien installé. Je Voilà. sens ils ont l'air très, vraiment très détendus. Voilà. Je pense qu'ils sont prêts à, Ils sont à prêts. se lancer. Pour ma grande révision, eh bien, on va parler d'un phénomène. Il est à la fois musical et social, parce que c'est sur les réseaux sociaux d'ailleurs que ce phénomène-là prend de l'ampleur. Maté, vous connaissez. Maté, vous appréciez. Eh bien, cette chanson de Maté, qui s'appelle Ameyachi, eh bien, qu'on a connue, une chanson qui date d'au moins 20 ans, eh bien, une nouvelle vie sur TikTok, à la faveur, Alain Toussaint, d'une idée. Hein, ça part d'une idée d'un TikToker C'est ça, qui décide donc de sampler une séquence de la chanson de Maté. tout à fait. Il s'agit d'un artiste haïtien, en fait, qui, le soir de la victoire de l'Argentine face à la France en finale de la Coupe du Monde, a décidé de célébrer cette victoire parce qu'il était supporter argentin, je pense. C'est ça. Et il a commencé à esquisser des pas de danse sur un extrait de la chanson de Maté qui est sortie en 1996. C'est une chanson arrangée par Manu Lima, qui était également l'arrangeur de Monique Seka, d'Oliver Ngoma Oliver Ngoma. et de Gagi beaucoup d'autres, Sele. de Gagi Sele également, et de beaucoup d'autres stars africaines. Donc c'était l'Afrozouk à l'époque. Et cette chanson a une nouvelle vie aujourd'hui avec plus d'1 million de partages voilà, sur Insta et sur TikTok. Et, ben, Alors, écoutez, c'est une je bonne vous nouvelle. propose d'écouter déjà cette chanson pour ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons, ça va vous rappeler des souvenirs. Et après, vous allez voir comment ça a été exploité. Un extrait, Thierry, juste on progresse sur la chanson pour qu'on entende la voix de Maté, que j'ai reçu d'ailleurs, j'ai eu l'honneur de recevoir à la radio il y a quelques jours, qui expliquait cette magnifique aventure depuis l'orchestre, depuis la marine. Maté d'ailleurs, qui était la première femme donc, à intégrer le corps de la marine. Et le premier album de Maté est produit par le commandant de la marine. Et ensuite, elle rencontre Manu Lima et on connaît le succès de la carrière de l'artiste. Ameyachi, c'est Maté ça. Et Maté, d'ailleurs, qui est à Abidjan, donc je le disais, pour la promotion, donc, en tout cas en préparation de la promotion de son nouvel album. Sauf que, On dit Brice à nous bringue. Hein. je vous propose de regarder la nouvelle vie eh bien, de cette chanson planétaire, le succès. Ben, c'est super. Bravo. Bravo, c'est super, c'est bien. Non, une façon de dire c'est que sympa. la touche musicale
quand elle est, je ne sais pas comment j'ai dit, quand elle est bien faite, ça reste intemporel. Il n'y a pas de hasard, hein, toutes ces chansons-là qui reviennent. C'était vraiment des tubes, rappelez-vous. Donc forcément, les oreilles d'aujourd'hui, ne sont pas si différentes de celles d'hier. Et au-delà de ça, c'est aussi rappeler la force des réseaux sociaux aujourd'hui. Quand on prend un réseau comme TikTok, il est bien mentionné là, c'est un réseau aujourd'hui qui fait vivre la musique, mais à une dimension pas possible. Kevin en parlait la dernière fois dans sa rubrique, c'est un réseau qu'on utilise aujourd'hui même pour lancer des tendances de sonorité et tout ça. Donc on retrouve aussi très souvent, et pas que pour le cas de Maté, et même si on en est très fiers, très souvent de vieilles chansons qui étaient rangées quelque part au fond du tiroir, qui deviennent comme ça des tendances. J'avoue que cette sonorité, peut-être même qu'ils ne savent même pas qui la chante, mais ils esquissent des pas dessus. Même pas peut-être, c'est vraiment la force des réseaux sociaux. Sur la vidéo, celui qui est en blanc, c'est celui qui est en... Celui qui a lancé... Voilà, qui a lancé. Donc c'est Zeni Joe, il est chanteur haïtien de compas. Et justement, il y a, je crois, quelques semaines, lors d'un spectacle aux États-Unis, il a fait entonner cette chanson et la foule s'est mise à danser, voilà, à hurler tout de suite, dès les premières notes. Donc c'est vraiment un phénomène. Et quand on observe sur TikTok les statistiques, la chanson est majoritairement téléchargée comment on appelle ça, en Amérique latine. Oui, dans les Colombie, ce sont des sonorités qui... Argentine, dans les pays dans lesquels ce genre de musique fonctionne bien, ça prospère encore. Et nous-mêmes, ça peut nous donner à penser, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de producteurs qui sont prêts à produire des chansons zouk. Et donc, ça veut seulement dire que ces sonorités-là ont sans doute encore leur place. Et on n'a pas encore trouvé tu vois, la juste mesure ou le son qui va nous ramener à ces tubes-là qu'on aime tant. Non, moi, je pense que l'interprétation que je fais de cette situation, de ce succès-là, c'est qu'un travail bien fait ne se perd jamais, en fait. Bien sûr. C'est un message, certainement, qui est donné à l'ensemble de ceux-là qui décident de faire de la musique. Vraiment, il faut travailler. Il faut travailler de façon conséquente. Il ne faut pas juste aller au raccourci. Parce que même dans le temps, on finira par reconnaître la valeur de ce chant. Aujourd'hui, on a vraiment des grands tubes. Maté, c'était super à l'époque. On était vraiment encore jeunes, mais on avait aimé cette musique. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne comme résultat. Ça a traversé le temps, mais c'est resté vraiment toujours top. Et à propos de chansons ivoiriennes qui voyagent, il y a quelques semaines, on a aussi vu la chanson Brigadier Sabari, reprise jusqu'en Indonésie par des chanteuses, par des chanteurs, etc. Donc la musique est vraiment universelle. Et tu me disais que ce tube datait d'il y a quand même plus de 25 ans. En 96. 96. Donc, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est incroyable comment est-ce que les sonorités d'avant, que je mets entre guillemets, arrivent à rester dans le temps. Je veux dire, là, quand on entend ça, on a vraiment l'impression que c'est un beat qui est récent et qui est en train d'amuser la jeune génération. Tu parlais de comment est-ce qu'on peut exploiter ce type de sonorité. Mais en fait, tout dépend de ce qu'on en fait, de comment est-ce qu'on en fait la promotion. Ici, on le voit différemment. On se dit même plus finalement que c'est un zouk, en fait. Alors justement, le prochain point sur cette question-là, c'est bien qu'on me présente Maté enfant. Est-ce que tout ça, ça aide Maté parce que l'inconvénient, et je l'ai souvent dit avec TikTok, il y a un petit côté anonyme également des chansons. Quand on sample une chanson comme ça, est-ce qu'on a la référence? Est-ce que le réseau se permet de... Il y a un lien qui permet de ramener... Oui. Sur TikTok, voilà Voilà ce qui est marqué. Notre plus jeune TikToker. Hein. Oui, c'est vrai, je me suis converti grâce aux enfants. On a plus d'1 million de partages de cet extrait et TikTok note, chaque fois qu'il y a une vidéo, contient de la musique, 2 points, un Meyaki Maté. Donc, ça dit qu'elle est créditée en termes de droits d'auteur, etc. Non, ça c'est génial. Non, c'est pour ça qu'en parlant de ce qu'on appelle les GAFAM, ces grands groupes-là, mondiaux en matière, donc, qui sont sur les réseaux sociaux, et c'est des groupes qui ont évidemment depuis traité avec les sociétés de droits d'auteur, déjà avec les États, avec les sociétés de droits d'auteur, pour ne pas que les artistes soient les parents pauvres d'un système qui, au départ, à ses origines, consacrait une forme de gratuité. Or, aujourd'hui, avec la publicité, vous savez, ces ads-là,
ça fait qu'ils sont aujourd'hui obligés de reverser aux sociétés de droits d'auteur. Donc ça, Maté, évidemment, oui, bien ça va arriver au Burida parce qu'il y a des accords entre... Voilà, elle est inscrite à la SACEM, d'ailleurs. Non, je dis que ça va arriver au Burida. Si elle est inscrite à la SACEM, je pense, comme la SACEM, si elle est inscrite au Burida, cette chanson, ça va arriver au Burida. C'est le cas, je vous rassure. Ouais. Bon, alors les amis, donc la musique va passer, on va faire le challenge sur du plateau. Voilà. Je sais, vous vous demandez à quel... Mais non, mais... c'est pas possible. Alain Boulet, c'est ça. Bon, je vais désigner sur le plateau 2. Hein. Je pense qu'Alain est mieux. Hein. C'est lui qui a envoyé l'histoire. C'est Alain qui a envoyé l'idée. Je sais même pas. Non, mais André, lui, regarde ailleurs. Ah, vous n'avez pas bien regardé la vidéo. Ouais, alors, on regarde la vidéo et puis on... C'est Alain qui a lancé le challenge. Donc, Alain va... C'est parti, on regarde la vidéo. Je ne sais même pas si j'ai pas l'impression, c'est là qu'on va s'entraîner. La semaine prochaine. On risque d'assister le drame. Mais lui, il regarde la vidéo, il dit j'y arrive pas. Oui, bien sûr. Non, parce que j'essaie, tout en étant assis, j'essaie de voir le truc, quoi. Par contre, il y a Abou qui esquissait quelque part. Si André le grand danseur même aujourd'hui capitule. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Alors je vous montre que ça fait. Et là, alors vas-y, relever le défi. Balancez-moi ce son, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec le challenge. Bravo. André, viens, on le fait tous les deux. Non, moi, je ne sais pas faire. Non, mais viens, on va essayer. Mais Brice, ça, c'était plus du zouglou qu'autre chose que tu as fait. Non, c'est le challenge. Brice, bravo, je te salue. Là. Merci, merci beaucoup. Tu mérites des hommages. Merci. Félicitations. Vraiment, de grands danseurs à grands danseurs. Voilà, de grands danseurs à grands danseurs, se reconnaît. Je vais maîtriser ces pas là dans quelques heures. Je reviendrai. Dans quelques heures? Oui. Quand on aura fermé l'antenne. De grands danseurs à grands danseurs, se reconnaît. Bon, allez, c'était notre... on s'installe comme ça, on permet donc à nos téléspectateurs. Ceux qui ont écrit Lembreng, eh bien, ils sont servis. Le mot même date de Mathusalem Breng. La bringue. L'info du jour, les amis, et ça devient plus sérieux. 2023, année de la jeunesse, donc les membres du gouvernement échangent avec les organisations de jeunesse. Parce que qui mieux que des jeunes peuvent parler des questions de jeunes? Alain? Oui. Qui mieux que des jeunes peut parler des questions des jeunes? Non, le président de la République, dans son adresse à la fin de l'année 2022, avait décrété cette année 2023, année de la jeunesse. Je pense qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont prévus au niveau du gouvernement pour permettre justement de remettre les jeunes au cœur des différentes politiques du gouvernement. Je pense que c'est une première prise de contact avec ces associations de jeunes, afin qu'elles puissent relayer sur le terrain la vision, les messages du gouvernement avant, sans doute, la phase pratique. Et au-delà même du relais, je pense que c'est aussi l'occasion d'entendre les préoccupations des jeunes de façon beaucoup plus directe, sans intermédiaire, de pouvoir aussi, j'ai envie de dire, finalement, se construire son propre outil de mesure concernant ces préoccupations-là. Donc c'est très bien vu, c'est très bienvenu et on est content de voir ce type de rencontre. 4 ministres étaient présents à cette rencontre. Le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint donc du gouvernement. Il y avait également la présence du ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly, ministre de la présence de Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Belmonde Dogo, et puis il y avait la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara, qui était présent. Le ministre qui aime les docteurs, là. C'est qu'il faut... C'est ça? Il aime prendre des photos avec les docteurs. Très bien. Tu n'es pas obligé de répondre. Très bien. Tu n'es pas obligé. Mais il a raison, c'est son ministère de tutelle. C'est ce que je Il faut bien qu'il prenne des photos avec les docteurs. Mais bien sûr. C'est une université en plus, donc c'est normal. Non, mais on a parlé du renforcement donc, de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, accélération de la formation, de l'insertion professionnelle, de la promotion de l'entrepreneuriat, amélioration des conditions d'épanouissement et le bien-être des jeunes et accélération des réformes stratégiques en faveur de la promotion accrue de l'emploi des jeunes. Élisée. Voilà, ce qu'il faut retenir déjà, c'est comme ils l'ont intitulé, des rencontres consultatives. Voilà, et donc c'est des catégories de jeunes qui seront reçus sur 4 jours. Ça a commencé hier, ça finit jeudi. Et hier, c'était les organisations de la société civile. Aujourd'hui, c'est les jeunes entrepreneurs. Demain, mercredi, on aura les jeunes du secteur informel. Voilà, et puis le jeudi, on termine avec les jeunesses des partis politiques. C'est, je dirais, le déploiement de cette vision qu'a énoncé le chef de l'État en fin d'année, lorsqu'il a décidé de mettre l'année 2023 année de la jeunesse. Donc, comme l'expliquait hier le ministre Touré Mamadou, il s'agit au travers de ces rencontres-là, dans un premier temps, de permettre à la jeunesse de s'approprier déjà
ce programme de jeunesse, de année de la jeunesse, dans un premier temps. Mais deuxièmement, c'est de recueillir les propositions de ces jeunes-là afin d'y apporter des réponses qui soient vraiment selon l'entendement, je dirais, de ces jeunes-là, mais selon les attentes de ces jeunes-là. Donc c'est ça, au terme vraiment de ces rencontres-là, il y aura des propositions qui seront reversées au niveau du ministère et qui vont même parvenir au niveau de la primature, qui vont faire l'objet d'une recommandation centrale et générale qui sera donc remise au chef de l'État et qui va permettre de déployer l'action 15 février. Voilà, l'action du gouvernement concernant vraiment les attentes des jeunes pour cette année 2023. Bon, moi, tout ça, c'est bien beau de vous entendre dire tout ça. Vous allez penser que j'en fais un peu à ma tête. Vous savez, moi, les grands raouts, je reviens toujours à cette expression, j'ai toujours un peu du mal, parce que moi, ça n'a rien à voir avec ces personnalités qui sont là. Moi, je pense qu'on a un programme de gouvernement qui est quand même, qui adresse, comme on dit aujourd'hui, les questions de jeunesse. Pour moi, ce genre de rencontre, ça doit servir à venir exposer ce qu'on a prévu faire pour la jeunesse en fonction des différentes catégories. Bien sûr. Moi, tu sais, les grandes rencontres où on dit que les gens viennent faire des propositions, j'attends de savoir ce que ça donnait dans ce pays. Pour moi, écoutez-moi, moi je pense que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a été élu sur un programme, on a été élu sur une promesse, c'est de venir exposer aux différentes catégories ce qu'on entend faire et justement à quel niveau on entend leur participation. Mais André, est-ce que, est-ce que dans la mécanique, il n'est peut-être pas également bon d'écouter, peut-être parce que vous avez votre vision, et il est toujours bon également d'avoir des propositions des personnes qui vivent des problèmes au quotidien. Mais ça fait 60 ans qu'on sait un peu ce que les jeunes pensent et leurs besoins. Mais ça fait 60 ans qu'on n'avait pas TikTok. Ça fait 60 ans qu'on n'avait pas TikTok. En fait, et il y a TikTok maintenant. En fait, c'est ça. Ce que je veux dire, le programme, il existe. Oui. Après, il y a une réalité qui a évolué. Il y a une réalité, il y a l'évolution des choses. On prend l'exemple, par exemple, de TikTok, comme il le dit. Il y a une réalité aujourd'hui. Donc, il a bien précisé, c'est le début d'une série de rencontres. Donc, ce n'est pas l'ultime rencontre. Je peux vous dire quand même que le gouvernement rencontre les organisations de la société civile. Elle rencontre le mardi prochain les entrepreneurs et acteurs du sport, de la culture, je finis, et des médias. Rencontre les acteurs du secteur informel, de la jeunesse, des partis politiques. En fait, un jour, il faudra bien qu'on veuille faire confiance à certaines actions. Qu'on se prête au jeu de la confiance envers certaines actions. Et on attend d'abord de voir ce qui va s'en faire. Dans un an, quand l'année de la jeunesse sera passée, on fera un bilan de cette année de la jeunesse. Et là, on pourra dire que c'est un grand raout qui a servi à rien. Ce genre de choses, hein. Chaque fois, on m'a dit on verra bien dans un an. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, vous allez réagir sur mon propos. On dit que le gouvernement... Vous l'avez là encore, le truc des États généraux, là? Oui, les États généraux, il y a plein de choses comme ça. Je dis, à un moment, il faut qu'on se dise un peu les choses. Et puis, ce n'est pas une attaque, j'allais dire, qui est contre quelqu'un, mais c'est une méthode que nous avons. Je dis, pourquoi j'ai parlé de 60 ans? Parce que je pense que depuis que la Côte d'Ivoire, on aime bien des grands rassemblements, et ça existe aussi dans d'autres pays, où on décide de certaines choses, mais finalement, excusez-moi, ça ne sert pas à grand-chose. On n'a pas vu qu'on a réalisé des choses suite au grand rassemblement qui a eu lieu il y a 10 ans. Mais si. Donnez-moi un exemple. Mais je peux vous donner beaucoup d'exemples, mais beaucoup, je dois demander un seul. Je vous parle de la trêve sociale. La trêve sociale, elle est issue de quoi? À l'issue d'une rencontre entre le gouvernement et les syndicats. Mais attends, qu'est-ce que tu appelles les sérieux, le mec? Tu m'as demandé de te donner un exemple, tu n'as qu'à me contredire si c'est faux. Mais je te contredis. Mais il y a une rencontre. Je te dis que c'est absolument faux. Mais pourquoi c'est faux? Dis-moi pourquoi c'est faux. Je vais t'expliquer. Oui, pourquoi c'est faux? Parce que les syndicats et l'État, c'est deux entités qui sont continuellement en train de se faire des contre-propositions. C'est continu. Je l'explique, excuse-moi. Non, mais je ne peux pas. Non, mais je ne peux pas le laisser. Je vais poursuivre, en fait. C'est qu'on va faire. Mais tu as été exclusif. S'il vous plaît, tous les deux. Tu as été très exclusif. Tous les deux. Je vous promets, chacun aura la parole. On va l'organiser. Vous finissez votre proposition. Oui, je finis ma proposition en disant... On pourra aussi parler. Oui, c'est comme je le dis. Vous aurez la parole, oui, l'exemple qu'on prend, vous savez, on me parle des organisations de jeunesse. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, les organisations de jeunesse, on a reçu un dirigeant ici, il y a le CNJ, il y a le FNJ, il y a plein d'organisations de jeunesse qui sont toujours en action. Donc, si vous voulez, ce que ces organisations de jeunesse-là demandent à l'État, c'est des choses qui sont connues, en fait. C'est l'exemple qu'ils donnent, c'est les syndicats. Les demandes des syndicats sont connues. Sauf qu'on n'a pas dit un jour aux syndicats, avant qu'on ne prenne des décisions, venez qu'on fasse une grande assemblée dans ce style-là. Non, on dit, venez, on va se rencontrer, on va adresser vos problématiques. Et la preuve,
Quand ils sont sortis du grand raout, permettez l'expression, avec les syndicats, le problème a été réglé. Très bien. Ce n'est pas une rencontre pour entendre ce qu'ils veulent. Ils sait déjà ce qu'ils veulent, c'est ce que je veux dire. On sait déjà. J'ai noté. Je pense qu'on est sur un plateau, il est important de dire des choses qui sont justes, qui sont vraies. Il y a un programme national de jeunesse qui existe. Il y a un programme national de jeunesse qui existe. Et je pense qu'André le sait très bien. Voilà. Et donc, ce programme national de jeunesse-là adresse les problématiques de jeunesse. Le président décide de faire de cette année 2023 une année de jeunesse. Quel mal y a-t-il de réunir les jeunes et d'essayer d'avoir leurs propositions? Moi, je trouve que c'est une démarche qui a salué. C'est une démarche qui a salué. On aurait pu proposer, ou bien le gouvernement aurait pu rester entre ces 4 murs, prendre un ensemble de décisions. C'est ces mêmes jeunes-là qui viendraient demain pour dire que ce qui a été fait ou ce qui a été pris a été pris on n'a pas été consulté. Et pour revenir encore à la systématique concernant le cas des syndicats, mais André, tu dis une chose, tu te dédies. Tu dis, est-ce que dans ce pays, il y a eu des grandes raouts où on a eu la suite? Moi, je te dis, il y a eu la rencontre entre le gouvernement, les échanges entre le gouvernement et les syndicats. On a vu ce que ça a donné, la trêve sociale. Ça, c'est au moins inédit. Parce que de mémoire, tu ne veux pas me rappeler qu'il y a eu quelque chose de ce genre. Non, c'est pour dire que les échanges... Ok. Donc tu sais qu'il y a eu des... Donc tu sais qu'il y a eu des... Non, attends. Donc tu sais qu'il y a eu des raouts où on a eu des résultats au final. Donc si tu le sais, tant mieux. Donc pourquoi tu viens contester sur le plateau? Très bien, ok. On a vos deux points de vue. Alors, ce que André relève, c'est quand même une réalité. On a été trop souvent témoins de rencontres. Bon, en ce qui concerne la jeunesse, il me semble quand même qu'il y a un dispositif très large pour répondre à leurs attentes. On a un ministère dédié, on a des agences spécialisées, on a des structures qui dépendent de ces agences, etc., qui se déplacent sur le terrain. Donc, les rassembler à nouveau pour leur demander quelles sont leurs attentes, je pense qu'effectivement, ça mérite interrogation. Ce qu'on aurait pu attendre quand même, c'est de faire le bilan, notamment du financement des projets jeunes, du soutien qu'on apporte à ceux qui sont en détresse. Allez-y à l'information. Il y a le bilan de l'ASCAT, du programme social du gouvernement concernant les jeunes qui a été fait. Allez-y vous informer, c'est important. Moi, je ne fais pas de journalisme de Non, il y a un bilan. Comment vous dites que c'est à de faire le bilan? Moi, je vous dis tout de suite qu'il y a eu des bilans. Vous donnez l'information? Oui, il y a eu le bilan. Il est disponible. Mais laissez-moi terminer. Moi, je la première fois que je prends la question du bilan parce que je vois qu'effectivement, il est très à fond là-dessus, mais il y a un bilan. Parce qu'il faut lier ça à la rencontre. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un bilan. Ce bilan-là, a-t-il un lien avec la rencontre ou pas? C'est la question que je pose. Voilà, maintenant vous venez sur un autre axe. Vous avez dit qu'il n'y a pas de bilan. Vous dites qu'il n'y a pas de bilan. C'est ce qu'il a dit. Je dis qu'il y a un bilan. Je suis obligé de vous retirer la parole, s'il vous plaît. Allez, vous avez 30 secondes pour terminer. Je n'ai pas terminé. Moi, je ne fais pas de journalisme de gouvernement. J'essaie quand même de dire des choses qui sont... Personne ne fait de journalisme de gouvernement. On demande juste d'aller à l'information. C'est une information que je vous partage. Vous n'avez pas, je vous dis. Il y a un bilan qui a été fait. Hors de propos. C'est mon droit de vous informer. Je vous informe, les gars. C'est mon droit ou bien? C'est mon droit aussi de vous informer. Élisée, c'est pas le journaliste de gouvernement qu'on fait. Non. C'est pas le journaliste de gouvernement qu'on fait, en fait. Tous les trois. Mais je n'ai pas terminé. Oui, mais je n'ai même pas terminé mon propos. Mais s'il vous plaît, évitez les propos. Comme journaliste de gouvernement, cette nature à mettre Élysée en si, parce que quand on se fait le porte-parole du gouvernement, il faut assumer. Non, c'est plutôt l'information. Tu dis un contenu, une contre-vérité sur un plateau. Je conteste, je te dis c'est faux. Il y a eu un bilan, tu dis il n'y a pas de bilan, je dis il y a un bilan. Donc je ne suis pas porte-parole du gouvernement. On va mettre la base. On est devant les Ivoiriens. Et si vous dites quelque chose qui n'est pas juste, c'est mon droit de vous dire que c'est faux. Mais je n'ai pas terminé. Alors Rayana, dites-moi, Rayana, je reviens à vous. Non, mais je ne suis pas d'accord. Non, mais si, je suis d'accord. Ce que je vais faire, ce que je vais faire, il monopolise la parole et maintenant quand on doit... Quand vous avez la parole, non, je ne suis pas d'accord. Bon, ok, je vais me mettre tous d'accord. On va aller à la pub. Ok, à la pub alors. Voilà. Allons à la Allez, pub. Tout le monde va à la pub, on se met d'accord. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et nous sommes en compagnie d'Élysée Boloubeu, de André Bois, d'Alain Toussaint et de Rayana Assi. Bon, allez, on a mis un peu d'ordre dans les idées et au niveau des costumes. On a le temps de se reparler. Alors, nous évoquions la question donc de la rencontre entre les membres du gouvernement et des organisations de jeunesse. À cet effet, tout le monde n'est pas d'accord sur le plateau. André estime, lui, qu'on pourrait s'éviter ce genre de rencontres. Ce qui n'est pas de l'avis d'Élysée Boloubeu, qui estime que ces rencontres sont importantes, d'autant plus qu'elles permettent à la jeunesse d'exprimer des préoccupations et des points de vue. Et quand Alain Toussaint prend la parole, et là je résume un peu les choses, pour estimer qu'André a peut-être raison, d'autant plus que, Alain, c'est à vous, terminé. Oui, parce qu'on a déjà des agences qui existent et on aurait aimé savoir le bilan de leurs actions. Et si des rencontres ont lieu entre des organisations de jeunesse et les membres du gouvernement, c'est certainement pour faire le bilan de ces actions. Maintenant, s'il y a eu des brochures, des plaquettes, tous les outils habituels qu'on connaît qui ont été imprimés pour dire c'est le bilan, peut-être,
Mais j'estime que quand on rencontre les jeunes, c'est quand même pour leur dire voilà ce que nous avons fait, etc. etc. Et je pense que c'est cela qui peut motiver ce type de rencontre-là. Autre point, j'ai vu un peu l'énumération des thèmes qui sont abordés, mais la question du logement des jeunes. Je ne sais pas si notre ami qui est au cœur de l'information, des décisions surtout, voilà, des décisions gouvernementales, pourra nous éclairer là-dessus. Mais qu'en est-il du logement des jeunes? Qu'en est-il du logement? Il insiste pour l'étiqueter. Vous aurez l'occasion, Élisée. Il insiste. Vous aurez l'occasion, Élisée. Ne le faites pas en chanson. Vous aurez l'occasion. Vous le laissez continuer sur cette voie. Voilà, par contre, c'est moi que vous indexez maintenant, Élisée. Je vous dis tout à l'heure. Allons-y. Voilà. Mais c'est pas, j'ai pas indexé. Par rapport à ce qu'Alain a dit, permet que on se fasse un petit dialogue là-dessus, Brice. Il a dit une chose, Élisa a parlé du bilan qui a été fait. Admettons que cela a été fait. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que finalement, ces grandes rencontres-là, il faut que ça serve à dire, voici ce que le gouvernement a fait depuis quelques mois, quelques années, et voici ce qu'on a constaté. Soit les jeunes ne participent pas beaucoup aux différents... Parce que vous savez que l'AGFOP, par exemple, a quelques programmes très forts qui sont financés par la Banque mondiale, etc. Le bilan qu'on doit pouvoir faire, c'est de dire, bon, nous, on les a menés, voici qu'on constate que les jeunes sont dans des besoins, mais il y a des trous ici, il y a des choses ici, il y a des marchés ici. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça encore, vous pouvez nous faire des rencontres pour dire... Voilà, très bien, on a bien entendu. C'est dans ce temps qu'on parle de bilan. Rayana, vous aurez la parole vous aurez la parole. Ça fait quand même assez longtemps. Ouais, vous vous plaindrez aussi. On donne la parole à Rayana. Non, Élisée, je vous donne la parole, parce que vous estimez que l'animateur ne vous a pas donné la parole. L'animateur vous donne la parole. Non, Élisée, vous avez 2 minutes. Non, mais vous avez 2 minutes pour répondre à tout ce qu'Alain... Merci beaucoup. Pour tout ce qu'Alain a dit. Vous avez 2 minutes, personne ne vous interrompt. D'accord. Pendant 2 minutes, Élisée. OK. Je pense, je n'ai pas la science infuse, mais j'estime pour ma part que si tu veux aider quelqu'un, pour mieux aider la personne, ce qui est juste de faire, c'est de requérir les besoins de cette personne. Moi, pour moi, c'est juste et c'est normal. Le président, l'année 2022, ce n'était pas mis sur le sceau de la jeunesse. L'année 2021 n'était pas mis sur le sceau de la jeunesse. Depuis l'arrivée du président Ouattara, je crois que c'est la première année où il dit année de la jeunesse, qui est décrété année de la jeunesse. Il y a des programmes qui existent. Tout à l'heure, j'ai évoqué le PNJ, le programme national de jeunesse qui existe. Et il y a des axes dans le programme national de jeunesse. Il y a des choses qui ont été réalisées. J'ai pris le PS Gouv 4, l'axe 4 du programme social du gouvernement, du PS Gouv 2, pardon. C'est exclusivement concernant la jeunesse. La preuve, ça a été lancé le 22 janvier 2022 à Toubo. C'était essentiellement à la faveur de la jeunesse. Et à la fin de l'année, il y a un bilan qui a été fait, un document qui existe en bonne et due forme, qui a été même vulgarisé dans la presse, qui a fait l'objet même de communiqués partout, des actions qui ont été posées. Alors tout est beau dans le meilleur des mondes. On n'a pas dit tout est beau dans le meilleur. On dit un bilan a été fait. On n'a pas dit tout est mieux dans le meilleur des mondes. On dit un bilan a été fait. Aujourd'hui, on décide de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Je pense que les personnes les mieux habilitées, pas que jusque-là on n'a rien fait pour la jeunesse, mais il n'y a aucun mal à mon avis qu'on marque une pause et qu'on demande aux jeunes, OK, voilà ce qu'on a fait pour vous durant toutes ces années, parce que c'est ça le rôle du bilan. Et toutes ces organisations de jeunesse-là, elles n'ont pas été triées sur le volet. Elles font partie d'un répertoire qui existe au niveau du ministère et qui communique régulièrement. Il y a un dialogue qui existe. On dit, OK, maintenant, l'année de la jeunesse, cette année, voilà ce qu'on a fait pour vous. Mais cette année-là, on dit c'est l'année de la jeunesse. Peut-être que dans notre bonne volonté, on a eu à poser un certain nombre d'actions qu'on pensait être favorables pour vous. Mais aujourd'hui, on vous donne la parole. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut concrètement faire qui peut impacter votre vécu durant toute cette année et pour la suite? Donc c'est normal qu'on puisse recueillir leur avis. Et moi je trouve que c'est une démarche vraiment à saluer, plutôt qu'à fustiger en fait. Et je tiens à signaler qu'Élisée Boulougbe, vous êtes un journaliste cultivé. Merci beaucoup. Vous allez à l'information. Merci beaucoup. Ce n'est pas parce que vous êtes un journaliste de gouvernement. Merci beaucoup. Voilà, je tenais à le dire. Non, mais après, non, il n'y a rien qui n'est pas encore parlé. Ah, d'accord, pardon. Merci. Galanterie oblige, Oui, je bien pense. sûr, bien sûr. Non, mais au-delà de tout ce qui a été dit, moi, je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur la question de pourquoi est-ce qu'il y a eu une rencontre. Je pense qu'il faut sortir de la frustration des rencontres qui n'ont pas abouti. Oui, on y a été habitué, etc. Tout comme on a été habitué à des dialogues politiques, à des rencontres entre chefs de gouvernement, on a été habitué à tout, finalement, dans la sphère politique. Ce que moi, je veux dire, ce qui compte ici, peut-être qu'on pourrait s'interroger sur la question de savoir pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on décide de donner une année à la jeunesse. Est-ce que c'est parce qu'on approche des périodes électorales? Est-ce que c'est parce que, justement, on veut s'approprier la jeunesse à des fins politiques? Est-ce que c'est parce qu'on veut les amadouer, les avoir de son côté? Ça, c'est des questionnements qu'on peut poser. Mais on ne peut pas, à la première rencontre, faire vraiment tout un ring sur est-ce que cette rencontre s'est bien passée, est-ce que c'est ça qui devait être abordé, etc. Moi, je pense que tout simplement que cette rencontre s'est inscrite dans un ordre protocolaire. C'est-à-dire, on dit que c'est l'année de la jeunesse.
protocolairement, je veux dire, on a une rencontre avec la jeunesse. Moi, je pense que les mêmes qui critiquent cette rencontre sont ceux qui diraient, s'il n'y avait pas eu cette rencontre, mais ils font tout ça pour la jeunesse, mais à quel moment est-ce qu'ils ont rencontré la jeunesse? À quel moment est-ce qu'ils ont entendu la jeunesse? Très bien. Bravo. Je pense que le procès qui nous est fait, et moi qui m'ai fait, est un procès qui n'a pas lieu. Bien sûr. Ou qui ne devrait pas avoir lieu. On ne dit pas pourquoi ils ont décrété l'année de la jeunesse, etc. Bien sûr. Évidemment, C'est le pas ce que président a je dis. très bien fait. C'est Mais pas ce que à je ton dis. compte, c'est comme si, parce qu'on émettait une critique sur la méthode de mise en œuvre de cette année de la jeunesse, on était contre. Mais non, on n'est pas contre. Moi, je Mais pense quelle que... méthode? On est seulement au 31 janvier. Oui, moi je pense que... Est-ce que vous pouvez On me n'a pas dire, critiqué. ici et là, je vais vous donner la parole, puisque vous allez dire que je parle trop, est-ce que hier, on a eu tout ce que les organisations de la société civile, les jeunes de la société civile pensent en Côte d'Ivoire? Hier, C'est pour ça justement qu'André, je termine là-dessus. Je vais terminer là-dessus. Je vais terminer là-dessus. Non, mais je peux donner une petite réponse, 30 secondes, s'il te non, mais plaît. il y a 30 secondes, s'il te plaît. Non, parce que 30 secondes. on En s'attendait disant à quelque chose. il a dit hier, André, il y a 4 rencontres qui sont prévues. Et donc, c'est ce que vous apprêtez à dire. C'est ce que vous apprêtez à Pourtant, la dire. réponse était dans le En fait, test. c'est ça, La réponse était dans le c'est test, une mais que tu as série de lu avant Non, qu'on mais c'est même pas ma commence. réponse. La Je réponse crois était que dans le c'est test ça, que le tu as débat, lu en avant qu'on fait. commence. Elle est Moi aussi, je essentielle. remets 30 secondes. Il va avoir 30 secondes. Oui. Je répète la question. Est-ce que hier, parce qu'on a les organisations de la société civile, on a les jeunes des partis politiques qu'on va recevoir, on a reçu les jeunes du secteur informel, Il vous reste 15 secondes. est-ce que hier, je parle d'hier, toutes les préoccupations de Côte d'Ivoire, de la terre des Burnis, concernant les organisations de la société 30 civile, secondes. on les a eues Est-ce qu'on peut hier. Mais parler même de si ça? ce n'est pas le Est-ce qu'on cas, peut parler mais de même 30 si ce n'est secondes pas... de Non, mais réponse? Brice, non, Pas de 30 non, secondes. mais même Pas si la c'est- compassion du Non, mais Seigneur. vous ajoutez Brice. 30 secondes. Vous utilisez vos 30 secondes, Non, s'il vous plaît. Brice. Non, mais à un moment, il faut vous calmer, s'il vous plaît. On se calme. Il faut vous calmer. Voilà, il faut vous calmer. Élisée, vraiment le sujet semble vous tenir à cœur. Oui. Vous avez 30 secondes, même Oui. pas. Vous avez Oui. 20 secondes. Oui. Montre à la main D'accord. pour nous dire qu'est-ce que vous répondez à cela. D'accord, je réponds tout de suite. Oui. Le mécanisme a été élaboré depuis et a été communiqué aux participants. Il s'agissait de leur présenter la vision du gouvernement et de dire qu'on attendait de les propositions. Ils sont censés apporter ces propositions le 15 février. Ils ont jusqu'au 15 février pour l'élaborer d'un document qu'ils vont déposer au niveau du ministère et qui va être acheminé au niveau de la primature. Merci. Terminé. C'est tout. Très bien. Mais c'est très bien. Vous savez, on n'a rien Il a contre apporté le loi Momoula. les actions qui sont faites en faveur de la jeunesse. Par exemple, hier, il y a eu le lancement d'un programme qui s'appelle Talent africain à l'international, sous l'égide du ministère du Commerce, qui permet à des jeunes diplômés ivoiriens d'aller travailler pendant 12 à 24 mois dans des pays de l'UEMOA. Donc, quand ces initiatives-là permettent aux jeunes de prendre leur place dans notre société, on les salue. Je dis, là, on est dans l'opérationnel, on est dans l'action, on est dans du concret. Donc, rencontrer des jeunes, c'est bien beau, c'est Oui, bien. Hein. Il y aura évidemment. des petits fours, des choses comme ça, bon, c'est sympa. Bon, allez, Mais, Alain, je pense qu'il faut passer à des choses Vous avez pratiques. épuisé vos 30 secondes. Oui. Merci. Là, on termine avec vous sur le sujet. C'est le dernier appui sur le sujet. Allez-y. D'accord. 30 secondes. Un peu de pression quand Elles même. sont la pression. hein. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est bien beau, c'est bien mignon de rencontrer les jeunes, etc. Mais moi, Ah ben j'estime voilà. que c'est une rencontre qui devrait avoir lieu. Même si ce n'est rien que pour la forme, on a au moins un dialogue direct qui se fait de façon formelle et officielle. Et on attend la suite. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je pourrais vous accorder la raison quand rien ne sera fait, quand la suite ne sera pas productive. On ne peut pas dès maintenant Sauf se que nous sommes des prononcer. vieux loups de la politique. Oui, mais c'est de bon. Un l'observation jour, des ça choses. changera. Un Très jour, bien. ça changera. Moi, je fais partie Merci. de la jeune Ça- génération. merci beaucoup. Et je crois Ça va qu'un jour, Sur ça le changera. sujet, merci, C'est merci tout. beaucoup. Mais le bon point On qu'elle va- a on va donné, c'était regarder- les visées on va politiques. regarder- Bah oui, On va ça, c'est regarder les différents points, les différentes étapes donc, de cette rencontre. Je tiens à vous dire que pour la suite, eh bien, les ministres rencontreront, le gouvernement rencontrera les entrepreneurs et acteurs du sport, de la culture et des médias. Ils ne vont pas vous écouter, ils vont également rencontrer les acteurs du secteur informel, les jeunesses des partis politiques. Vous dire Et qui seront présents, Moi, qui pour le viendront sport, je présents. peux vous dire. ils hein, font ce qu'ils veulent. Pour le Merci sport, j'ai beaucoup. ma petite idée. Il faut mettre du gazon synthétique sur tous les terrains vagues dans nos quartiers. C'est très bien. Ben voilà. Allez, vous viendrez avec votre Donc, idée. il va venir avec la proposition de André, l'État. je vous dis merci de passer sur le plateau. Ouais, merci. Venez me voir, je vous dis Oui, au non, revoir. mais parce que, Voilà, écoutez, merci beaucoup. C'est une proposition qu'on va reverser au niveau de. Merci beaucoup, André. On va reverser la proposition Voilà. au niveau du ministère. Allez, allez. Est-ce qu'il nous fait un peu de maté avant de partir? Non, il s'en va direct. Il s'en va direct. Allez, Merci André, à plus tard. Merci. Ciao, merci. Voilà. Oh, il y a des moments comme ça. Il y a pauvre ici. Bon, André libère sa place parce que juste après, nous sommes très heureux d'accueillir notre invité pour notre grande actu. Il s'agit de M. Gwali Dodo Basile. Il est nouveau militant du RHDP, vous comprendrez pourquoi. S'il vous plaît, M. Gwali Dodo Basile. Applaudissez un peu. Installez-vous. Bonjour, non, installez-vous, rassurez-vous.
Monsieur Gwali Dodo Basile, Yes, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci de nous rejoindre sur le plateau du Grand Talk. Merci. Alors, on vous reçoit parce que vous avez des choses à dire. Vous étiez il y a Quelques semaines, peut-être. quelques semaines seulement, hein? Quelques mois. Quelques mois. Ouais. Vous étiez un cadre du PDCI. Exactement. Voilà, vous faisiez même partie du porte-parole du PDCI. Et puis, il y a quelques jours, on apprenait, et bien en tout cas récemment, on apprend que vous déposez vos valises au RHDP. Parce que vous n'êtes pas content de la façon dont vous êtes traité au PDCI. Vous avez même évoqué une question d'hypocrisie. C'est cela? C'est ça. Alors, expliquez-nous un tout petit peu en détail. Qu'est-ce qui vous vaut ce départ du PDCI, que vous avez servi pendant de nombreuses années d'ailleurs? Bon, mais merci beaucoup. Merci à vous qui m'avez invité. Je crois qu'à un moment donné de la vie d'une personne, il ne faut pas être hypocrite, c'est-à-dire être contre soi-même. Donc j'ai pris ma décision et c'est une décision bien mûrie. Une décision qui s'adosse sur ce que je constate en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit et je le répète, à travers les réalisations du président Alassane Ouattara. Alors j'ai refusé de m'enfermer dans une forme d'opposition, une forme d'opposition où l'hypocrisie le dispute un peu avec les mesquineries, une forme d'opposition où il n'y a pas véritablement de vision. Voilà. Donc, comment je vous écoute comme ça, tout de suite, j'ai eu un jour, je peux imaginer qu'un jour, vous avez certainement entendu 2-3 militants au cadre du PDCI qui parlaient de vous. Ça a été juste suffisant pour que vous disiez, allez, c'est bon, il y a trop d'hypocrisie dans ce parti. Qu'est-ce qui vous permet, justement, parce que c'est à ça que je veux aboutir. Non. Quand vous parlez d'hypocrisie, concrètement, au-delà du mot, c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez vécu de si hypocrite au point de vous faire quitter un parti que vous avez servi depuis de nombreuses années? Bon, en fait, je n'ai pas tellement envie de rentrer dans certains détails parce que si je dois dire ce que je dois dire, ce n'est pas très bien. Ce que je veux dire simplement, c'est que je l'ai dit clairement à travers mes déclarations, le PDCI, le RHDP, avec le président Alassane Ouattara, que moi j'ai combattu, que nous avons combattu, sont en train de faire un travail énorme. Moi, je suis un homme politique. Quand tu travailles, c'est pour le bien des populations. C'est ça. Quand tu fais de la politique, c'est pour que les populations reçoivent quelque chose en retour. Mais je constate que le président Alassane Ouattara atteint de le faire. Et il le fait même très bien. Nous-mêmes au PDCI, en son temps, quand on passe, on se dit, mais vraiment, le monsieur-là, il travaille. Hein. Mais à l'opposition également, je vous donne la parole dans 5 secondes, tous les deux. Mais justement, à l'opposition aussi, on fait des choses pour le peuple. Quand on critique l'action, par exemple, du parti au pouvoir, on fait des choses également. Oui, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Très bien. Je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai pris la parole pour le faire à plusieurs reprises. D'accord. Voilà. Très bien. Monsieur l'invité, je pense que vous avez été courageux et je vais vous féliciter quand même parce qu'en politique, il y a une valeur essentielle qui est le courage d'assumer à la fois ses idées, ses convictions et puis les choix qu'on opère. Donc là, vous partez du PDCI, vous arrivez au RHDP qui est déjà bondé d'un certain nombre de cadres, de valeurs, de talents, etc. Comment comptez-vous tracer votre sillon pour vous faire une place, j'allais même dire une place au soleil? Bon, écoutez, nous sommes des hommes politiques. Et comme vous le dites, moi, je viens au RHDP pour apporter ce que je peux apporter, pour aider le président Alassane Ouattara à travailler comme il est en train de le faire aujourd'hui. Mais ça dépendra des uns des autres, comment m'utiliser. C'est tout. L'essentiel, c'est que je suis déjà dedans. Moi-même, je suis en paix avec moi-même. Pour avoir pris cette décision, je suis en paix avec moi-même. Parce qu'il faut dire la vérité, j'ai été hypocrite moi-même pendant longtemps. Bon, qu'est-ce qui ne vous plaisait pas au PDCI? Voilà. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Non, le PDCI est un grand parti, avec de grands militants. Mais vous savez, il y a des choses, pas que... Je dis que je suis contre une certaine vision, cette manière de faire. Vous voyez, on ne peut pas, par exemple, moi, Gwali Dodo, je suis, par exemple, ministre de l'Éducation nationale. J'étais secrétaire exécutif chargé des enseignants. Je suis comme le ministre de l'Éducation nationale du PDCI-RDA. On veut organiser une manifestation, un congrès extraordinaire, et moi, j'en suis le vice-président de la mobilisation des enseignants.
Et celle que moi j'ai remplacée, elle est la présidente de cette manifestation. Mais je ne veux pas comprendre. C'est une façon de dire que je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez, quand des messages vous sont donnés, et puis je cherche à rencontrer le président Bédié pour lui faire comprendre de quoi il s'agit, on me dit à moi, Gwali Dodo, de faire une petite note pour de dire ce que j'ai envie de dire pour qu'on donne au président, et après le président va m'appeler. Je dis alors, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et moi-même, quand je m'assois, je regarde en arrière, je suis un homme politique. J'ai dit, mais on critique le président Bédié, le président Ouattara depuis longtemps. Et c'est moi qui porte parole. Quelquefois même, je m'impose le porte-parole là, et pour dénoncer certaines choses. Mais j'ai dit, mais attends, on veut venir au pouvoir. Mais quand on veut venir au pouvoir, mais on constate que celui qui est là, il atteint de faire ce que nous-mêmes, on souhaitait faire. Alors moi, Gwali Dodo, j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision au regard de tout ça. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer dans certains détails. J'ai dit, mais pourquoi ne pas le soutenir? Je préfère soutenir Ouattara pour l'encourager à faire ce qu'il a en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez vu le président Bédié en son temps, pour le 3e pont. Il a dit pour le 3e pont... Il était 3 ou 4 mandats. On te donne un second mandat. Lors de l'inauguration du 3e, il dit on te donne un second mandat. Aujourd'hui, le président Ouattara, il a un 4e pont, il a un 5e pont, il a tellement d'échangeurs, il y a des routes qui se font dans toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait 322 463 km². En 10 ans, on ne peut pas tout faire. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, il y a du travail. Il fait du travail. Monsieur Gwali Dodo, finalement, les militants du PDCI ont envie de dire heureusement que vous êtes parti. Parce que vous étiez un admirateur du président Ouattara pendant que vous étiez dans les rangs. Oui, effectivement, je l'admirais. Effectivement, vous n'avez pas menti. Parce que depuis 2005, depuis la création du RHDP, nous étions tous RHDP en tant que groupement politique. Moi, j'ai été le directeur de campagne du président Alassane Ouattara en 2010 à Vavois. C'est-à-dire qu'au 2e tour de l'élection présidentielle, j'étais son directeur de campagne. J'étais son directeur de campagne en 2015. Le directeur de campagne du président Alassane Ouattara à la présidence. J'ai été le directeur de campagne en ce qui concerne le vote de la Constitution en 2018. Et en 2018, nous nous sommes séparés, je suis resté au PDCI. Je veux dire que je connais l'homme depuis longtemps. Je connais ce qu'il fait. Donc, je ne suis pas nouveau dans l'affaire. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de perdre en crédibilité finalement? Parce que quand on écoute cette histoire que vous racontez avec pleine de conviction, on se demande finalement, donc si pendant tout ce temps vous avez réussi à être hypocrite, vous aussi parce que vous le dites, vous êtes resté au PDCI en tant que porte-parole, ce qui n'est pas négligeable, tout en admirant le président Ouattara. Pendant une longue période, vous saviez que vous n'apparteniez pas d'esprit et d'âme au PDCI, mais vous y étiez. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre en crédibilité? Non. Ce n'est pas une question de ne pas d'appartenir d'esprit d'âme au PDCI ou tout ça, c'est pas ça. Ce n'est pas une question de perdre une crédibilité. C'est avoir le courage de ses opinions. Avoir le courage de constater mais combien de temps après? C'est là où se joue la crédibilité. Mais ça dépend. Le temps de l'homme, ce n'est pas le temps de Dieu. Il y a des temps, et à un moment donné, on prend la décision. C'est quand tu es incapable de prendre la décision, ça qui est dangereux. Il est mieux de prendre une telle décision que d'arpenter les salons des gens la nuit, et puis rester au PDCI, d'arpenter les salons pour aller prendre de l'argent chez les gens. Moi, Gwali Dodo, vous n'entendrez jamais que je suis parti chez quelqu'un pour demander l'argent pendant que j'étais au PDCI. Vous voyez, je préfère cette forme de dignité et puis assumer ce que j'assume en disant que désormais, je suis à la disposition du président Alassane Ouattara. D'accord. Moi, ma question est à deux volets. Dans un premier temps, vous écoutez, on sent que vous êtes victime, excusez-moi du terme, un peu d'une frustration. Surtout quand vous avez expliqué l'épisode de la présidente du Congrès, on sent qu'il y a une certaine frustration en bas. Moi, je suis un peu craintif. C'est vrai, vous venez au RHDP. Mais rien ne vous garantit que vous ne serez pas également victime d'une frustration là-bas, de certaines frustrations. Est-ce à dire que si demain, vous êtes face à une question de frustration, vous irez au PPACI? Première question. Deuxième question, pourquoi maintenant, pourquoi c'est maintenant que vous quittez le PDCI pour aller, quand on sait que le PDCI et le RHDP ont divorcé depuis 2018, et on a vu même l'épisode crucial du CNT en octobre 2020, pourquoi c'est maintenant que vous décidiez de partir du PDCI, alors que vous-même, vous admirez le président Ouattara, vous avez vu ce que Ouattara a commencé à faire depuis longtemps. Merci. Il n'est jamais trop tard pour prendre une décision. Et Dieu a voulu que ça soit maintenant. Voilà, c'est la réponse que je peux vous donner. Et sur la question de la frustration, si demain... Non, écoutez,
Parlant de frustration, c'est pour ça que j'ai dit que je vous l'ai dit, mais moi je minimise ces faits, je minimise ça, ce n'est pas un élément majeur. Je veux dire que je priorise beaucoup plus les actions menées par le président Alassane Ouattara. En fait, finalement, je ne suis pas seul. Le congrès n'était que le prétexte que vous attendiez pour quitter le parti. Ce n'est même pas un prétexte. Ce n'est même pas un prétexte. Et je ne peux même pas dire que c'était le prétexte. Sinon, je vais mentir avec moi-même. Moi, là, quand je prends une décision, je la prends. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, et je pense que ceux qui connaissent l'actualité politique ici, la vie politique en Côte d'Ivoire ici, je dis ce que je pense et je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Et quand je prends une décision, je la prends. Et là, j'ai pris cette décision au moment où j'ai voulu prendre cette décision. C'est tout. Vous savez, quand il y a une guerre mondiale, on dit qu'il y a les raisons, lointaines, il y a les raisons immédiates et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas envie de vous entraîner dans plusieurs causes. Ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, vous devez retenir que je suis un militant du RHDP. Et je ne suis pas le seul. Il y a des gens, et non des moindres, qui sont partis depuis longtemps. Et puis, je ne suis pas venu au RHDP parce que j'avais un poste politique à défendre, c'est-à-dire que je ne suis pas ministre. Vous voyez que quand je viens en paix, je viens librement. Je ne suis pas directeur de société, je ne suis pas PDG pour dire que je suis au RHDP pour protéger mon poste. Je suis moi-même, je n'ai rien. Très bien. Vous voyez? Donc, je viens librement pour soutenir le président Alassane Ouattara. Alors, vous avez une question? Je vous promets que vous l'aurez. Après la pub? Après la pub, exactement. On marque une courte pause. On revient tout à l'heure. Tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élisée Bolougbe, Rihanna ici, Alain Toussaint et notre invité, M. Boily Dodo Basile, c'est le nouveau militant du RHDP. Alain, vous aviez la parole avant qu'on parte à la pub, parce que c'est vrai qu'on a parlé de votre départ du PDC, mais il est important qu'on parle maintenant de votre nouvelle condition, votre nouvelle vie au RHDP. On le fait maintenant. Merci Brice. Alors, tout à l'heure, vous parliez des réalisations du président Ouattara. C'est ça. Il est indéniable qu'en 12 années de mandat, il a donné un nouveau visage au pays, des réussites, notamment vous avez cité les infrastructures, les routes, les ponts, etc. Mais le chemin, le gap reste encore important au niveau social. En ce qui concerne le soutien aux plus défavorisés d'entre nous, on parlait tout à l'heure de la jeunesse également, qui a besoin d'être accompagnée, quand même en 3/4 de la population en Côte d'Ivoire. Vous, quel apport pourra être le vôtre dans la formulation de nouvelles politiques, notamment au niveau social et au niveau de la jeunesse, en tant que militant de ce nouvel ensemble RHDP? Merci. Comme je vous l'ai dit, le président Alassane Ouattara, il est en train de faire déjà un gros travail sur le plan des infrastructures, mais sur tous les plans d'ailleurs. Peut-être que c'est parce qu'il en fait trop au niveau des infrastructures qu'on ne voit pas ce qui se fait au niveau social. Il y a un ministre de la solidarité, il y a un ministre de la jeunesse aujourd'hui, ils sont au travail. Et vous voyez, la Côte d'Ivoire, ça fait des millions de jeunes. Des millions de jeunes, et avec tout ce qu'on connaît, comment faire pour les canaliser, ce n'est pas aussi facile. Mais je pense que le travail est en train d'être fait sur le plan social pour faire en sorte que, comme on appelle ça, les jeunes et puis ceux qui sont défavorisés aient accès à tous les moyens de l'État pour être à l'aise dans notre pays. Je pense que le travail est en train d'être fait. Et aujourd'hui, que le président de la République décrète cette année 2023 comme année de la jeunesse, mais c'est déjà un grand pas. Je veux dire que c'est révolutionnaire en fait. Voilà. C'est pour centrer, c'est pour orienter tous les regards sur les jeunes, pour régler leurs problèmes, pour voir un peu. Ça s'est fait depuis longtemps, mais aujourd'hui, il prend ce pan-là et il dit qu'il faut travailler là-dessus. C'est très important. Alors, avant de passer la parole à mes collègues, on est en 2023, année de la jeunesse, mais année électorale. Est-ce que vous allez envisager une candidature dans une circonscription? Parce que pour assumer votre appartenance à ce nouvel ensemble politique, il faut bien que vous soyez un acteur politique aussi de premier plan. Où est-ce que comptez-vous vous présenter aux élections locales à venir? Pour l'instant, je serai certainement sur une liste de candidatures. Une liste de candidatures, ça dépendra. Voilà, ça dépendra. J'échange un peu avec, mais moi je suis du Haut-Sassandra. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que le ministre Touré Mamadou, qui a été désigné comme le candidat du RHDP pour les élections
régional gagne. Voilà mon travail. Voilà. Comme c'est chez moi, je sais ce que je vais dire pour que les choses se passent très bien. Déjà, après mon adhésion au RHDP, je suis parti chez moi. J'ai été accueilli en fanfare par mes parents. Le week-end du 10, je serai encore là-bas dans une sous-préfecture. Et voilà, tout le monde adhère, parce que j'adhère, tout le monde adhère. Vous savez, dans nos villes, dans nos villages, on supporte, on est derrière l'homme. Voilà, on est derrière l'homme. Et malheureusement, c'est le cas. Et heureusement aussi... Est-ce que cela n'est pas regrettable, plutôt que de soutenir des idées? On est derrière des femmes, des hommes, parce qu'ils sont du village, comme vous dites. On peut dire que c'est regrettable, mais il faut tenir compte aussi de l'Afrique. Bien sûr. L'Afrique, les gens, sur le plan de l'éducation, les gens ne sont pas formés. Et vous savez, au niveau de la démocratie, la démocratie l'européenne à l'occidentale est totalement différente de notre démocratie. Mais c'est vrai que vous parlez de l'Afrique, mais c'est vrai qu'en Afrique, on regarde aux hommes, pas forcément, et justement Daouda essayait de défendre cette position-là quelque chose sur ce plateau, mais surtout en Afrique, on regarde également à ce que cet homme qu'on regarde a fait pour la région. Pour la communauté. Pour la communauté. Effectivement, oui, effectivement. Vous parlez du plan social. Chez moi, sur le plan social, je suis présent. Vous savez, nos parents, quand ils perdent quelqu'un, souvent, ils prennent le temps d'aller vendre leur terre. Mais moi, j'ai dit non, ne vendez pas vos terres, je prends en charge le corps. Ça peut faire 2 ou 3 mois, 4 mois à la morgue. Et puis bon, on me dit qu'aujourd'hui, je vais les enterrer, puis on va les enterrer. C'est comme ça. Alors, après, ce qui est du ressort des pas vivants, pour les vivants, vous faites certainement des choses. Oui, mais c'est clair. Si on fait pour les morts, c'est pas si on fait pour les morts, c'est pas pour les vivants. On fait pour les morts, même en faveur des vivants, en fait. Très bien, c'est bien dit. On fait pour les morts en faveur des vivants. Là, au moins, ils ne vont pas vendre leur terre. Et ils ont tout à leur disposition. Il y a certains même qui vendent leur terre à des gens. Et quand je vais, je rachète. Je dis non, vous avez vendu à combien? Ne serait-ce que souvent pour 100 000 francs, 200 000 francs, ils vendent des hectares. Alors je leur dis, bon, j'ai dit au monsieur, il faut venir, que je rachète, tiens ton argent. Et c'est comme ça que j'essaie de faire. Mais voilà. M. Gouali, à vous entendre, j'ai vraiment l'impression que oui, vous vous disposez donc à militer au sein du RHDP, à donner tout ce que vous pouvez justement pour d'éventuelles victoires, par exemple, aux élections. Mais en termes de propositions, est-ce que vous arrivez avec des propositions qui viennent régler certains problèmes pour le RHDP même et justement pour optimiser ses chances de réussite dans certaines localités? Vous savez, il ne faut pas aller vite. Je viens d'arriver. Depuis le 22 janvier, il y a seulement 1 mois. Voilà. On aura le temps. Le 22 décembre. Le 22 décembre. Du 22 décembre au 22 janvier, il y a seulement 1 mois. Donc, j'aurai le temps de m'asseoir pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Sinon, on a tellement de choses dans la tête. Et vous savez que j'avais en son temps au PDCI. Au PDCI, quand j'étais au PDCI, j'avais été candidat à la candidature pour l'élection présidentielle. Autrement dit, quand on veut être candidat, ça signifie qu'on a des propositions. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est plus à l'ordre du jour, parce que je suis entièrement derrière Alassane Ouattara. Je dois me battre pour qu'en 2023, il ait le nombre d'élus qu'il faut au niveau des municipales et au niveau des régionales. Et je dois me battre pour qu'en 2025, il soit encore là. Voilà. Pardon, Élisée, je vous donne la parole dans 5 secondes. J'ai juste une question. Depuis que vous êtes arrivé, ça va faire 1 mois. Vous avez pu rencontrer le président? Ça vient. D'accord. On ne vous a pas demandé une petite note pour le rencontrer? Non, au RHDP, on ne demande pas de notes. On ne demande pas de notes et ça vient. Très bien. Voilà. Okay. Je vais juste rebondir sur une question qu'avait évoquée Alain, mais peut-être un peu plus foncée encore. Là, vous étiez le secrétaire exécutif chargé de l'éducation au niveau du PDCI. Chargé des relations avec les enseignants militants du PDCI. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous venez au RHDP. Qu'est-ce que vous pensez concrètement que vous pouvez apporter comme proposition? Parce que je suppose qu'aujourd'hui, c'est vrai, le RHDP à ce niveau a un ensemble d'éléments qui a été fait, mais dans ce domaine spécifiquement, qu'est-ce que vous comptez apporter? Moi, je crois que... Au domaine de l'éducation, bien sûr. Mais écoutez, Madame la ministre de l'Éducation a déjà fait les états généraux de l'éducation. Okay. Elle a tellement de propositions que nous connaissons. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ajouter. Voilà. L'essentiel, c'est de pouvoir appliquer ce qui a été dit. C'est ce qui est important. Et je pense qu'au niveau de l'école,
petit à petit, au niveau des infrastructures, les choses commencent à se... Mais là, jusque-là, les états généraux de l'éducation, les résultats restent encore inconnus. On dit qu'on devait remettre au chef de l'État qui devait rendre public. On ne l'a pas encore jusqu'à présent. Vous avez pu avoir connaissance Mais ça sera fait. Vous avez pu avoir connaissance Oui, mais parce que j'ai travaillé. Ok. J'ai travaillé là-dessus, donc je sais. Voilà. Maintenant, c'est la remise officielle, certainement, dont vous parlez, qui va arriver. Mais je sais de quoi il s'agit. Et c'est un travail qui a été très bien fait. Alors, pour revenir aux élections régionales, dans votre circonscription régionale, il y a un certain candidat du PPACI, je crois, je pense potentiel, Stéphane Kipré. Comment vous comptez contrecarrer cette candidature? Quels arguments vous allez faire prévaloir pour que cette région soit au RHDP? Et en dehors de ce candidat, je pense qu'il y en a également d'autres. Oui, je sais que j'aurais appris qu'il y a le président sortant, le président Guigui Madi, qui est encore candidat, Stéphane Kipré, il y a bien d'autres encore. Vous savez, dans ce genre de situation... Le message que vous envoyez aux parents... Le message est clair. Le message est clair. Le candidat du RHDP, vous voyez que j'ai failli dire PDCI. Le candidat du RHDP... On ne peut pas oublier comme ça. Mais après 40 ans, quand même, c'est facile. Le candidat du RHDP, c'est l'envoyé du président Alassane Ouattara. Et je vous dis, dans presque la plupart de nos villages, quand il dit du Haut-Sandra, je prends le cas de Issia, je prends le cas de Vavois, je prends le cas de Zoukoube, et même dans la plupart de nos villages, les villages là sont plus ou moins électrifiés. Mais grâce à Alassane Ouattara, depuis des années, ces villages n'étaient pas électrifiés. Je vous prends le cas de Vavois, par exemple, tous les villages de Vavois sont électrifiés. Ça, je vous le dis. Et il y a des villages reculés qui se demandaient comment ils allaient avoir pour avoir l'électricité, mais ils ont été reliés au réseau électrique. Aujourd'hui, ils ont bien passé la fête. Donc, on a des arguments déjà pour dire, nous, on s'appuie sur le développement. On n'est pas dans l'ethnicisme, dans le régionalisme. Putain, la politique, c'est pas ça. Ou bien la démocratie, c'est pas ça. Celui qui vient, qu'est-ce qu'il t'apporte comme développement? Qu'est-ce que je gagne quand je le soutiens? Vous votez à Mamadou Touré, vous avez Alassane Ouattara à vos portes. Il est déjà là. Vous voyez? Donc là, vous allez faire campagne sur le bilan, oui, au niveau de l'électrification. Donc, excellent bilan, vous avez dit. Oui, c'est ça. Sur les routes également, on a vu des vidéos au Grand Talk ici avec des routes impraticables dans cette zone-là. Je suis en train de vous dire, ça c'est vrai. Il y a des routes impraticables, ça c'est vrai. Il y a un programme actuellement en vue. Et je pense, j'ai regardé de près avec le ministre Mamadou Touré, il y a les reprofilages en vue. Le président Alassane Ouattara est en train de faire une route qui quitte Vavois pour aller à Zenoula, une route bitumée. C'est du jamais vu depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante. C'est-à-dire qu'entre Vavois et Zenoula, il n'y a jamais eu la voie n'est jamais bitumée. Mais il est en train de faire une voie pour quitter Vavois pour aller à Zenoula. Vous voyez ça? Maintenant, en ce qui concerne les grandes voies, mais ils sont en train de... Vous savez, aujourd'hui, quand vous quittez Yamoussoukro pour aller à Daloa, c'était difficile. Aujourd'hui, nous, quand nous prenons notre voiture, on ne va plus au garage. Parce que la route est bien, ça a été elle a été bien faite. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Le président Alassane Ouattara, il n'a pas le don d'ubiquité pour être partout. Mais ça se présente ainsi. Il est au sud, il est au nord. Quand vous partez au nord, tout est bitumé. Ouais, pour la plupart, je veux dire. Et ça continue, le travail continue. Alors, à Daloa, et dans le Haut-Sassandra, je vais vous dire que les travaux vont démarrer pour certaines voies. Mais il y a des choses qui ont été déjà faites. Et ces routes ne sont pas politiques, c'est-à-dire qu'on le fait pour le développement, on le fait pour le développement, sans préjuger de l'appartenance politique de ces régions pour qui elles pourraient voter. Mais si Alassane Ouattara faisait ça, il y a des points à Bigué si on ne devait pas mettre route. Oui, ça c'est beau ça. Oui, il y a des points à Bigué, on ne devait pas mettre route. C'est vrai. Mais lui, il se met à la disposition. Est-ce que vous avez déjà vu des routes inaugurées par Alassane Ouattara? Non. Non, on fait les routes parce qu'il est au service des populations. Donc, il n'y a pas de discrimination, c'est un développement pour tous. C'est-à-dire qu'on travaille pour les populations. De 3 en une. En une seule séquence, ça fait beaucoup. C'est ça. Je dois dire, Coco, Dodo, pardon, dernière question. Ouais. Aujourd'hui, si les choses avaient été faites différemment au PDCI, vous seriez resté? Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui d'avoir quitté cette famille politique? Parce que les choses n'ont pas été faites. À vrai dire, je n'ai pas de regrets. Je vous dis, depuis que j'ai quitté le PDCI, j'ai pris environ 4 kilos. Ah ouais? Oui, mais comme vous me voyez là, je ne sais pas. Ça, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en paix. Très sincèrement, je vous le dis, j'ai la paix du cœur.
Et je suis actuellement, je pèse 117, 118 kilos. Ce n'est pas l'effet restaurant, hein? Non? Bon, de toute la façon, il y a un bon cuisinier là-bas. Alassane Ouattara, c'est un bon cuisinier. Oh non, donc, c'est pas vrai. C'est juste pour vous charrier. Très bien. Voilà, je ne suis même pas entré dans les desserts. Ne serait-ce que l'odeur, je suis en forme. Bravo. Voilà. Monsieur Gwadi Dodo, merci d'avoir été en notre compagnie. Merci beaucoup. Et bonne chance. On aura certainement d'autres occasions de nous recevoir sur notre Merci plateau. beaucoup. Une fois avec, bon, en tout cas, vous êtes officiellement aux couleurs du RHTP. On aura peut-être d'autres occasions de nous recevoir. Merci d'avoir été en notre compagnie. On marque une pause, on retrouve Charles Camara pour le JT. Attendez. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, qui est la suite du JT que présentait Sharon Camara. Élisée Bologo est toujours en notre compagnie pour cette dernière partie du Grand Talk. Je mets les idées en place. Rihanna Assi également. Alain Toussaint est avec nous. Bonsoir Alain. Bonsoir. À nouveau. Ça va? Très bien. Je vous rassure, personne n'a pris du poids pendant... même si on a essayé quand même de... Bon, enfin bref. Notre invitée pour la suite, et nous sommes très très heureux de la recevoir, et elle nous avait même manqué depuis tant de temps. Marie-Alix de Putter est avec nous, elle est fondatrice et présidente de Blue Mind Foundation. Bonsoir Marie-Alix, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien, merci. Content de vous retrouver. Merci. Je disais tout à l'heure sur le plateau, tiens, j'étais très très heureux de vous retrouver. Merci, merci toujours pour l'accueil chaleureux. Très très bien, vous êtes là pour la deuxième édition, déjà on va évoquer la deuxième édition du premier mouvement de coiffeuses ambassadrices de santé mentale en Afrique, qui se tiendra donc du 30 juin au 1er février 2023. Petit bilan, Otto, sur la première édition, comment ça s'est passé? Alors très très bien. Alors déjà je vais rappeler qu'effectivement on parle du programme Heal by Hair, donc premier mouvement de coiffeuses ambassadrices en santé mentale en Afrique. Et effectivement on avait organisé la première session de formation à Abidjan au mois d'avril dernier et on avait certifié 22 coiffeuses ambassadrices en santé mentale. Et durant ces mois, non seulement il y a eu un suivi mensuel et avec une amélioration de leurs propres conditions, leur propre santé mentale. Et elles sont en voie de pouvoir sensibiliser près de 8000 femmes ivoiriennes d'ici un an. Alors, ce qui fait qu'on vous reçoit également, c'est un phénomène malheureusement qui est constaté sur la base même j'ai même envie de dire un morbide classement. Élisée Bologo, la Côte d'Ivoire a été classée parmi donc, les pays en Afrique où le taux de suicide... Le troisième, selon ce qu'on a appris. En troisième position, où le taux de suicide est élevé. Et parmi les raisons donc, évoquées pour les suicides, il y avait les questions de santé mentale. Donc, pour dire qu'il était important qu'on en parle. Et pour nos téléspectateurs, comment on pourrait définir la santé mentale, Marie-Alix Putter? La santé mentale, c'est la santé. En fait, la santé mentale fait partie intégrante de la santé. Donc, au même titre qu'on on prend soin de sa santé physique, on prend soin aussi de son esprit. C'est tout ce qui se passe dans notre esprit, de façon un peu schématique, parce qu'on peut donner toujours des définitions de l'OMS qui peuvent paraître techniques, mais ce que je veux surtout que les gens comprennent et retiennent, c'est que de la même façon que vous prenez soin de votre santé physique, vous prenez soin de votre corps, il faut aussi prendre soin de son esprit, et c'est tout à fait OK d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Justement, j'allais demander comment est-ce qu'on prend soin, j'ai envie de dire, de son esprit et de son mental quand on est dans une société où tout va vite, où on est dans une société aujourd'hui en Côte d'Ivoire où malheureusement on a encore un certain seuil de pauvreté, de difficultés. À quel moment est-ce qu'on pense à prendre soin de sa santé mentale et comment on le fait? Alors il y a différentes façons de le faire et des façons, je dirais, qui peuvent paraître simples et accessibles à tout le monde. Déjà le sommeil, la qualité de notre sommeil, donc déjà de se dire dormir entre 6 et 8 heures par nuit, déjà, c'est déjà un pas pour prendre soin de sa santé mentale. T'as compris, Brice? 6-8 heures. Entre 6 et 8 heures. Entre 6 et 8 heures. Non, on ça. Oui. Hein. Voilà, donc déjà, prendre soin de la qualité de son sommeil. Et puis faire ce qu'on aime faire. Il y a des personnes qui vont dire j'aime peut-être passer du temps avec des amis, j'aime passer du temps avec de la famille, j'aime lire, faire des choses qui nous font du bien. Et ces choses peuvent être très accessibles sans avoir à coûter une fortune. Et quand on parle aussi de prendre soin de sa santé mentale, ça peut être pour les femmes notamment aussi prendre soin de ses finances. Parce que souvent, il y a un lien entre notre situation financière et notre bien-être. Et donc c'est un ensemble de choses qu'on peut faire au quotidien. C'est vrai. Pour situation amoureuse aussi, pour notre bien-être, non, c'est possible. Oui, c'est possible, ça peut y contribuer dans un sens ou dans un autre, vélo ou love, mais effectivement, ça contribue à notre état de bien-être complet. Est-ce qu'on a des chiffres concernant des personnes qui seraient sous traitement? Est-ce qu'on a une idée? Parce qu'on a toujours quelques difficultés en ce qui concerne l'Afrique à avoir des données
Sur la Côte d'Ivoire, par exemple, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui seraient concernées par ce que vous appelez les maladies mentales? Donc on a des chiffres qui nous viennent de l'OMS. Donc les chiffres actuels varient entre 110 et 116 millions de personnes qui souffriraient de troubles de la santé mentale en Afrique, 66 millions de femmes, d'où l'idée du programme Heal by Her. Après, il faut savoir que tout le monde a une santé mentale. Donc nous avons tous et toutes ici une santé mentale. Alors la question est de savoir est-ce qu'elle est plutôt bonne, est-ce qu'elle est plutôt affectée ou est-ce que ça peut être un niveau de maladie mentale. Ce qui n'est pas la même chose. Donc il faut faire la différence entre prendre soin de sa santé mentale de façon globale et avoir une maladie ou un trouble de la santé mentale. Donc déjà c'est important de faire cette distinction. Là, ça tombe très bien. Aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux en termes de prise en charge de la santé mentale, que ce soit au niveau étatique ou bien particulièrement votre organisation, c'est quoi? Alors, j'aimerais juste terminer parce qu'il posait des questions sur ce qui est fait et la situation en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a quand même la chance d'avoir un programme national le programme national de la santé mentale qui a mené des travaux depuis 2 ans, qui mène des travaux depuis 2 ans en collaboration notamment avec le bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire, justement sur la question du suicide qui ouvrait la conversation. Et les résultats seront rendus publics d'ici la fin du premier trimestre et on aura donc des chiffres, mais pas que des chiffres, parce que finalement cette étude a aussi vocation à pouvoir faire une cartographie des différents acteurs qui rentrent en ligne de compte par rapport à la question du suicide, comment on fait pour détecter, comment on fait pour prévenir, et bien sûr, quelles sont les mesures qu'on pourra prendre pour améliorer la situation et les statistiques dont on parlait. Et il faut savoir que c'est vrai que quand qu'on ramène les chiffres d'un point de vue national en Côte d'Ivoire et qu'on se dit on est 3e en Afrique, il faut aussi mettre ça un peu d'un point de vue macro et se dire que dans le monde, toutes les 2 secondes, une personne meurt par suicide. Donc ça veut dire que c'est une situation grave et chaque suicide est une tragédie. Donc vous posiez la question de savoir concrètement ce que nous faisons à la Blue Mind Foundation. Nous avons 3 programmes signatures. Donc le premier qui se déploie donc depuis 1 an, qui est Heal by Her, dont je pense qu'on parlera un peu plus longuement, qui est donc ce programme de coiffeuses ambassadrices en santé mentale. Et le deuxième programme sur lequel nous sommes en train de travailler et qui va être lancé d'ici la fin de l'année et qui aura lieu également en Côte d'Ivoire, c'est un programme de bourse. Nous voulons donner des bourses à des médecins généralistes pour qu'ils se spécialisent en psychiatrie afin d'augmenter le taux de médecins psychiatres disponibles en Afrique. Je rappelle simplement que l'OMS recommande d'avoir 1 psychiatre pour 5000 habitants et en moyenne en Afrique, nous sommes autour de 1 thérapeute pour 500 000, voire beaucoup Millions plus. Même. Voilà, donc par exemple en Côte d'Ivoire, il y a à peu près une 50aine de psychiatres pour plus de 25 millions. Ça fait 1 pour 600 000 personnes. Voilà, parce donc que certainement qu'en Afrique, lorsque vous commencez à aller consulter un psychiatre ou un psychologue, on commence à vous regarder différemment. On se dit, oula, ça commence à être grave. Pourtant, c'est important. Quand on sent qu'il y a des choses qui commencent à ne pas fonctionner comme on le souhaite. Mais avant toute cette théorie, il y a de la communication. Et c'est en ce sens-là que votre activité met en scène des personnes avec qui on parle régulièrement, nos coiffeuses. Absolument, absolument. Elle est magique la transition. Elle est magique, elle est phénoménale. Vous faites un travail incroyable. Là, il est content là. Je le pense. Voilà. Donc effectivement, donc dans la culture, dans notre culture, on sait que le cheveu représente une place importante pour les femmes et notamment pour les femmes africaines. Nous avons, Blue Mind Foundation, rendu public une étude au mois de novembre 2021 où on montrait déjà, c'est une étude croisée en fait, où on a posé des questions aux femmes pour de savoir si elles se confiaient à leurs coiffeuses et on a posé des questions aux coiffeuses de savoir si les femmes se confiaient à elles. Et donc à 67%, les femmes africaines, puisqu'on avait fait une étude dans les 7 pays africains dans la Côte d'Ivoire, avaient confirmé effectivement déjà se confier à leurs coiffeuses. Et elles relevaient le fait que le frein principal à ces confidences était la confidentialité. Et donc, d'ailleurs, c'était un constat partagé par les coiffeuses qui disaient effectivement il y a des problèmes de confidentialité et qui se disaient être prêtes à être formées pour pouvoir mieux accompagner leurs clientes. Donc aujourd'hui, il faut savoir que nous avons effectivement 66 millions de femmes africaines qui souffrent de troubles de la santé mentale et notamment de la dépression. Et on parlait de suicide, il faut savoir aussi qu'au niveau mondial, les femmes africaines sont
au 2e rang mondial en termes de tentatives de suicide chaque année. Et la réalité est donc que les femmes reconnaissent se confier aux coiffeuses et souvent on a juste besoin de parler. Déjà parler et se sentir écouté sans jugement contribue déjà à améliorer notre bien-être. Donc l'objectif de Heal by Hair, c'est de former, équiper donc des coiffeuses afin qu'elles puissent faire au moins 3 choses. Pouvoir détecter des troubles éventuels, en tout cas voir, déceler chez une cliente qui potentiellement ne va pas très bien, pouvoir écouter sans jugement, ça c'est très important, et ensuite pouvoir orienter, parce qu'on le dit, nous formons des ambassadrices en santé mentale, nous ne formons pas de thérapeutes. Donc là c'est très important et on le leur répète, et c'est aussi de dire qu'elles sont le premier maillon de la chaîne qui va permettre de détecter, qui va permettre ensuite de pouvoir orienter, que ce soit vers les centres sociaux, parce qu'il y a aussi des cellules d'écoute, et beaucoup d'entre elles souvent ne sont même pas au courant qu'il y a des cellules d'écoute en Côte d'Ivoire qui sont gratuites, où on peut aller et être écouté et pouvoir apporter un soutien supplémentaire et complémentaire à ce que peuvent faire les psychologues et les psychiatres. Et donc on parlait de combien aujourd'hui, c'est combien, vous estimez à combien ces coiffeuses qui ont bénéficié de la formation? Donc là, nous avons sélectionné près de 150 coiffeuses pour ce programme et on verra, en fait, elles ont une évaluation sur Abidjan, dans les communes de Yopougon, Abobo et Cocody. Et demain, on saura combien elles sont certifiées parce qu'évidemment, au bout des 3 jours de formation, elles ont une évaluation qui va nous permettre de pouvoir voir lesquelles obtiendront le certificat. Alors, pour comprendre le parcours, une dame se rend dans un salon de coiffure, elle discute, elle échange, et la coiffeuse constate peut-être des problèmes ou des difficultés. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui conseille de se rendre dans un centre spécialisé. Expliquez-nous un peu le parcours. Alors, les parcours vont être différents, mais il peut y avoir un parcours qui s'arrête à une personne qui arrive. Vous allez voir dans son attitude, il y a différents signaux. Ça veut dire, ça peut être un langage verbal ou non verbal, qu'il y a quelque chose qui peut appeler une attention particulière. Ça peut être une cliente, par exemple, régulière, et vous constatez qu'elle a changé de comportement, et donc voilà, ça appelle votre attention. C'est pas toujours quand elle parle, c'est même quand elle parle pas que ça devient dangereux. Voilà, et ça peut se voir aussi sur ses cheveux. Peut-être qu'elle a eu des pertes ou il y a eu quelque chose. Et le physique aussi, en fait. Tout à fait, tout à fait. Une forme d'irritabilité, ou alors peut-être qu'elle est plus renfermée, ou ça fait peut-être plus longtemps qu'elle n'est pas venue. Enfin, il y a un changement dans ses habitudes. En tout cas, il y a un ensemble de facteurs qui peuvent permettre à la coiffeuse de pouvoir détecter qu'il y a eu ou qu'il y a quelque chose. On ne peut pas forcer une personne à parler. Donc sinon, ça devient intrusif. Tout à fait. Donc, le premier point, c'est de savoir si déjà la cliente souhaite parler. Et l'ambassadrice est là pour écouter. Elle n'est pas là pour aller chercher une parole qui peut-être ne viendra pas. Donc, elle va... Est-ce que la cliente souhaite se confier ou, au fil des heures ou des minutes, progressivement se confie davantage ou pas? Donc ça va dépendre. Ensuite, si la cliente va plus loin et effectivement peut-être partage des sujets, et souvent les sujets qui reviennent concernant les femmes, ce sont les sujets qui sont liés à la violence, aux violences intrafamiliales, violences physiques, sexuelles et d'autres types de violences dans les foyers. Donc, elle va peut-être se confier et à ce moment-là, la coiffeuse ne lui donne pas de conseils. C'est très important. On les forme à écouter, à pouvoir, avec des techniques, pouvoir faire comprendre à la cliente que bien sûr je t'écoute, bien sûr je suis avec toi, bien sûr nous sommes ensemble, mais je ne vais pas te conseiller ou de rester ou de partir, ou etc. Et si vraiment, vraiment, vraiment elle constate que la cliente a un besoin, à ce moment-là, elle va pouvoir l'orienter, soit en fonction de la situation de la cliente, vers soit un centre social, si le sujet concerne un centre social, ou vers des thérapeutes. Et nous sommes donc en collaboration et nous avons le soutien. Et nous en sommes très heureux. En se présentant comme ambassadrice ou en gardant cela secret? Comme ambassadrice, puisque elles ont des... Une signalétique devant le salon. C'est la question que j'allais poser. Tout à fait. Elles ont des outils qui sont mis à leur disposition pour pouvoir valoriser également leur formation. Mais je veux dire aussi, vraiment, il y a un travail qui est fait avec le Programme national de santé mentale pour pouvoir accompagner aussi les personnes qui vont venir grâce au programme Heal by Hair. Et nous allons aussi initier des discussions avec le ministère de la Femme, puisque nous avons l'immense honneur d'avoir le marrainage de la ministre de la Femme pour cette 2e promotion. En tout cas, moi, au sortir de la première émission avec vous, j'ai fait beaucoup plus attention à certaines appellations de salon de coiffure. On parle de salon de coiffure et de bien-être.
Donc, justement, parce que la recherche du bien-être, du beau, c'est également ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, bon, ça va être en termes de propositions en fin d'émission. On s'était dit, nous, qu'il fallait aller au-delà des coiffeuses en proposition. Il faut parler aux tenanciers, aux tenancières de maquis, de bars, parce que là-bas aussi, de vie. Les gens parlent, parce que souvent ils viennent avec un verre, ils parlent à leur verre, ils expriment un certain nombre de préoccupations. Et si cette formation-là que vous décidez donc aux coiffeuses est élargie à d'autres personnes, on pourra commencer à détecter des personnes qui sont en souffrance et pouvoir se rapprocher. L'écoute, c'est important, et pour l'orienter à la fin, comme vous faites, donc proposition. On se souviendra. Merci pour la proposition. J'ai même le nom, ça s'appelle Il by Vert. Non, Il by Beer. Voilà, moi, j'ai une pas mal, hein, préoccupation. C'est vrai que vous êtes à la 2e édition. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir la première... C'est vrai que vous avez fait un peu le bilan de la première édition, mais est-ce que je voulais juste savoir, ces filles qui ont été... Ces femmes, pardon. Désolé, ces femmes qui ont bénéficié de la formation à la première édition, aujourd'hui, quel bilan vous faites de leur action sur le terrain? Est-ce qu'effectivement, ça a permis d'atteindre les objectifs pour lesquels la formation a été faite? Alors, C'était combien en fait? Si on peut aussi avoir peut-être le nom. Oui, bien sûr. Il y a 2 niveaux par rapport à ça. Et je pense que vous avez d'ailleurs interviewé Madame Soro, qui était la déléguée de la promotion inaugurale. Il y a eu, en fait, ça a même dépassé nos attentes. Il faut savoir que on était quand même dans une innovation. C'est la première fois qu'on faisait ça au monde, dans le monde, de former des ambassadrices en santé mentale comme ça sur le terrain. Et ce qu'on a observé, c'est que effectivement, on pense aux 66 millions de femmes africaines qu'on souhaite atteindre à travers ce programme, mais il y a eu beaucoup de changements dans la vie même de nos coiffeuses ambassadrices. Okay. Donc le changement a d'abord commencé par elles-mêmes. Donc que ce soit dans leur façon de tenir leur salon de coiffure, dans leur vie personnelle, leur vie familiale, leur vie de femme, que ce soit en termes d'augmentation de la clientèle, parce que effectivement le bouche à oreille fonctionne aussi dans ce sens-là, de dire il y a eu du changement, on constate qu'il y a un changement, on a plus confiance. Donc j'évoquais la question de la confidentialité. Donc ça, ce sont des retours que nous avons eus parce que tous les mois, il y a eu un suivi donc pendant 6 mois pour évaluer, mesurer, et bon, même au-delà des 6 mois en réalité, mais c'est 6 mois qui sont prévus au départ. Et donc, ces statistiques, nous les avons, ces données qui sont aussi parfois non quantifiables, parce que tous les changements qu'il y a dans les vies personnelles ne sont pas toujours mesurables. Et à côté de ça, nous sommes en train de réaliser une mesure en fait, d'évaluation. Donc un suivi évaluation, une mesure d'impact du programme. Et on rendra les chiffres disponibles d'ici la fin de l'année, parce qu'on va déployer le programme également à Douala au Cameroun dans quelques mois, et ensuite à Lomé. Et donc l'objectif, ça va être de pouvoir rendre un rapport qui va pouvoir présenter l'impact à la fois quantitatif et qualitatif du programme Heal by Hair sur le terrain. On va revenir donc à la 2e édition de l'événement. C'est pour le 30 janvier, du 30 au 1er février. Qui peut participer? Comment on participe, Marie-Alix Deputer? Donc d'abord, on postule en tant que... Alors le premier critère, c'est d'être une coiffeuse professionnelle depuis au moins 2 ans, d'être propriétaire gérante de son salon de coiffure et de répondre à un ensemble de questions, d'être sélectionnée par un jury. Donc on a eu près de 1000 candidatures sur cette édition. La première édition, on avait 250 candidatures, donc on a quand même eu un engouement qui était assez fort et qui nous a aussi encouragés à persévérer. Donc ce sont des coiffeuses qui ont été à la fois, qui ont postulé, qui ont été sélectionnées, qui donc sont en formation depuis hier, et ça se tient au Pullman Hotel. Très bien. Je lis ici quelques messages qui disent tiens, il faut penser à rajouter les coiffeurs de plus en plus parce que les gens vont là-bas. C'est vrai. C'est vrai en plus, il y a un bon nombre de coiffeurs. Et même au-delà justement de toutes ces femmes, de plus en plus dans les salons de coiffure dédiés aux femmes, dont la cible c'est les femmes, on a des coiffeurs hommes. Donc justement, j'allais demander quelle est la place en fait de ces coiffeurs également. Est-ce que ce type de formation leur est aussi ouvert? Alors bientôt peut-être. Pour l'instant, on est vraiment attaché déjà à pouvoir mesurer ce qui est fait pour le moment. Et une fois qu'on aura des résultats, peut-être qu'on progressivement pourra ouvrir. Mais pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller avec les résultats que nous avons obtenus. Et il se trouve que parmi les personnes qui avaient été interrogées dans les 7 pays, puisque je vous ai dit qu'on a fait une étude, il n'y avait aucun homme.
Donc ça aussi, ça contribue. Nous sommes très attachés à avoir une rigueur, une forme de rigueur scientifique dans ce que nous faisons, parce que nous travaillons déjà sur un sujet sensible, un sujet qui manque de financement, qui manque de ressources, et donc nous pensons que nous devons apporter plus que de l'innovation, nous devons apporter également de la rigueur. Vous avez une dernière question? Oui, je voulais juste savoir, dans cette formation, quelle est la place de la discrétion? Parce que j'estime quand même que pour qu'on parvienne à atteindre les objectifs, il faut vraiment que ce volet-là soit... C'est pour ça que vous baissez la voix? Oui, je chuchote. Voilà, que ce volet-là soit pris en compte. Quelle est la place de la discrétion, en fait? C'est en fait la question de la discrétion et de la confidentialité. C'est pratiquement, c'est pas toute la formation, mais pratiquement il y a 6 grands modules dans cette formation, notamment un module qui est consacré à cette question de l'éthique et de la confidentialité. Et ensuite, il y a des mises en pratique dans différents ateliers pour leur montrer, pour leur apprendre. Et cette fois-ci, on a eu la chance d'avoir les témoignages des coiffeuses de la précédente promotion qui sont venues à leur rencontre, qui leur ont expliqué les changements concrets en fait, qu'il y avait eu à partir du moment où elles avaient mis en place et intégré dans leur comportement au quotidien les bienfaits de la formation qu'elles ont obtenue. Et très rapidement, vous parlez justement des anciennes formées, j'ai envie de dire. Quel est le rapport que vous gardez avec elles? Comment est-ce que vous continuez de les accompagner? Alors, non seulement ce sont nos pionnières, donc le rapport qu'on garde avec elles, c'est déjà on les voit, on continue à les voir, on encourage aussi des rencontres entre elles. On a également dans le cadre du programme Heal by Hair des encouragements sociaux, donc de l'accès au microcrédit, l'assurance vie, l'assurance maladie, un ensemble en fait d'avantages en fait pour lesquels elles vont aussi être intégrées. Et on va aussi créer des ponts entre nos coiffeuses, notamment camerounaises et ivoiriennes. Ça donnera, on pense, de belles synergies, de belles collaborations. Je souris en même temps parce que c'est bien cette formation-là, parce qu'il y a des préjugés également sur les coiffeuses. Elles sont au courant. Est-ce que c'est vraiment des préjugés? Ouh là là, on dit il y a des coiffeuses dans mon quartier. Ouh, elles ont votre secret. Toutes les infos. Pas les ambassadrices en santé mentale. Donc j'invite toutes les femmes à chercher en fait des coiffeuses ambassadrices en santé mentale pour s'assurer que leur confidentialité, que leur moi-même, elles sont juste en train de faire la coiffure et elles lisent dans le téléphone de la cliente en train de dire celle-là des problèmes. Je vous garantis que pas les coiffeuses ambassadrices en santé mentale, Heal by Hair. C'est l'importance de votre formation. Alain, on est en train de faire la question. Une petite question. Est-ce que vous comptez étendre le programme à des villes de l'intérieur du pays, comme Yamoussoukro, Bouaké? Absolument. Absolument. Le programme Heal by Hair a vocation à toucher au moins 20 villes d'ici 2035 et notamment des villes aussi qui ne soient hors capitale. Donc absolument. Brice, je vous passe la balle. Merci Alain, merci beaucoup. Merci Maria, l'exécuteur, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes fondatrice et présidente de la fondation Blue Mind Foundation et vous êtes également initiatrice de ce programme Heal by Hair qui a sa 2e édition qui se tient donc du 30 janvier au 1er février. Plein succès. On espère que vous toucherez le maximum de personnes parce que la santé mentale, c'est important. C'est la prendre santé. soin de sa santé. Nous, on était très heureux d'être en votre compagnie. Tout va bien dans nos têtes et dans notre corps. Alain Toussaint, Élisée Boloube, Rayana Assi, Eliane Lago, Maï Mike et toutes les équipes techniques se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Nous, on vous aime. C'est un peu comme pour la vie. On vous aime.